Bonjour. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Brahim Boudarbat, directeur de l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie et qui porte sur les échanges commerciaux ou le potentiel d'expansion des échanges commerciaux entre le Québec, Canada et l'Afrique francophone. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom de l'Université de Montréal, les 3 partenaires fondateurs de l'Observatoire de la francophonie économique, qui sont le gouvernement du Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie pour leur solide appui à la mission de l'Observatoire. Je remercie également les partenaires qui nous appuient sur une base ponctuelle mais très importante, dont Affaires mondiales Canada, les Offices jeunesse internationaux du Québec et le Centre de recherche pour le développement international, le CERDI. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'accueillir dans le cadre de ce webinaire plus de 420 personnes de 29 pays et de plus de 90 villes des 4 coins du monde, notamment d'Afrique. En effet, en tant que directeur de l'Observatoire, je suis très fier que ce webinaire ait attiré un très grand nombre de participants du continent africain, qui est une région importante pour l'avenir de la francophonie. Nos participants proviennent d'horizons variés qui incluent le milieu académique, mais aussi le corps diplomatique, le secteur public et le milieu des affaires. Et c'est un modèle sur lequel que nous prenons à l'Observatoire, qui est de mettre ensemble tous les acteurs concernés par les enjeux de la francophonie économique. Je voudrais saluer les représentants du corps diplomatique qui sont présents, qui sont nombreux parmi nous aujourd'hui, et tout particulièrement son Excellence, M. Torjeman, ambassadeur de Tunisie à Ottawa, dont le pays accueillera d'ailleurs le prochain sommet de la francophonie en novembre 2021. Je veux saluer également le recteur émérite de l'Université de Montréal, M. Guy Breton, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, M. Ali Ahmadou Mbaye, Madame Claire Doronzier, déléguée aux affaires francophones et multilatérales du Québec à Paris, ainsi que Madame Hélène Dranville, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec, et le nouveau directeur des engagements internationaux et partenariats au même ministère, M. Patrice Bachand. Je salue également M. Michel Audet, ancien représentant des premiers ministres du Québec auprès de la francophonie, le président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, M. Michel Robitaille, le directeur général adjoint responsable des programmes à Logique, M. Stéphane Carrier, et la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, Mme Déborah Cherenfant. Et que chacun présent ici aujourd'hui soit salué en son nom et sa qualité. Alors, je vous présente rapidement le programme du webinaire d'aujourd'hui qui sera comme suit. Donc, dans un premier temps, nous aurons 2 mots d'ouverture par Mme Claire Doronzier et Mme Valérie Amirault. Puis, il y aura une présentation du rapport de l'Observatoire qui porte sur le sujet du webinaire. Donc, ça sera fait par M. Rachidé Kochoni. Et puis, enfin, nous entamerons le panel qui sera animé par Mme Madeleine Féquière. Alors, à présent, je passe la parole à Mme Claire Doronzier, déléguée aux affaires francophones et multilatérales du Québec à Paris, qui va prononcer le mot d'ouverture au nom du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. À vous la parole, Claire. Merci beaucoup. Alors, Madame la vice-rectrice de l'Université de Montréal, Monsieur le directeur de l'Observatoire, cher Brahim, Mesdames et Messieurs les panélistes et animatrices, chers amis, je salue aussi mes collègues, dont notre prochain délégué général à Dakar, cher Iya Touré. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour représenter la ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Madame Nadine Giraud, et d'ouvrir cet échange. Je tiens tout d'abord à remercier l'Observatoire de la francophonie économique pour cette initiative qui s'inscrit en droite ligne avec la grande priorité du Québec à l'international et en francophonie, le développement économique. L'Observatoire, vous le savez, a été créé en 2017 de partenariat entre le gouvernement du Québec, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes fiers d'avoir contribué à ses débuts et sommes convaincus qu'il deviendra un centre de recherche de calibre international. Je félicite d'ailleurs toute l'équipe de l'Observatoire pour le travail accompli au cours des dernières années au service des États et gouvernements membres, du secteur privé, de la communauté scientifique et de la société civile. Merci de poursuivre ce travail afin que la francophonie économique soit synonyme de prospérité partagée et durable.
Vous le savez, le Québec a entamé un virage économique sur la scène internationale. La diplomatie québécoise continue d'intensifier ses efforts pour accroître et diversifier les échanges commerciaux et attirer davantage d'investissements étrangers. Déjà en 2019, les échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique se chiffraient à près de 2,8 milliards de dollars, mais nous savons que le potentiel des échanges sont cependant beaucoup plus grands. La francophonie représente un marché potentiel de 1,2 milliard d'habitants, dont 300 millions de locuteurs francophones, comptant pour plus de 20 des échanges mondiaux de marchandises et de 16 de la richesse mondiale. L'adoption, il y a quelques jours, de la stratégie économique pour la francophonie marque une étape charnière qui réaffirme la volonté de 88 États et gouvernements de relancer la coopération économique au bénéfice de la prospérité et de la créativité entrepreneuriale dans notre espace. Le Québec s'est grandement investi dans l'élaboration de cette stratégie. Nous l'avons voulu opérationnelle et porteuse de retombées concrètes et mesurables, notamment pour les jeunes et les femmes. La stratégie fixe un cap sur le renforcement des relations commerciales et des investissements, le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le développement de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle et l'appui aux États dans la mise en œuvre de politiques publiques novatrices. La langue française, notre langue commune, nous donne un atout et représente un vecteur de développement économique. Car les études le montrent, le fait d'avoir le français en partage a une influence positive sur les échanges commerciaux. Avec la stratégie économique, nous démontrons que le français, troisième langue la plus parlée dans le monde des affaires, est un réel levier de prospérité, un élément distinctif et un outil d'influence sur la scène internationale. Nous travaillons également à travers nos représentations à Dakar, à Abidjan et Rabat et avec Investissement Québec International qui accompagnent des entreprises québécoises souhaitant explorer les marchés africains. Ces représentations du Québec sont la porte d'entrée pour les entreprises africaines qui souhaitent développer des partenariats stratégiques avec le Québec. Ce sont nos antennes sur le terrain afin d'identifier les occasions d'affaires. Déjà, les secteurs de l'agroalimentaire, des technologies de l'information, des sciences de la vie, des technologies propres, des infrastructures et du bois offrent des potentiels de collaboration importants. Alors, comment augmenter nos échanges commerciaux? Pour bien performer à l'exportation, nos entreprises ont besoin d'approfondir leurs connaissances sur ces marchés et sur les possibilités qui s'offrent à elles. Nos décisions stratégiques doivent être éclairées par des données probantes, d'où la pertinence des travaux de l'Observatoire et l'utilité de rencontres comme celles que nous tenons aujourd'hui. Je vous souhaite donc de fructueux échanges et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Doronzier. Nous sommes très fiers de compter sur l'appui du gouvernement du Québec et nous sommes prêts, bien sûr, à vous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie économique de la francophonie. Alors, à présent, je passe la parole à Madame Valérie Améro, vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux et professeure de sociologie à l'Université de Montréal, qui va prononcer le mot d'ouverture au nom de cette université. À vous la parole, Valérie. Merci, Brahim. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'instar de Madame Doronzier qui vient de me précéder avec éloquence, je vais commencer par saluer l'ensemble des participantes et des participants de ce webinaire, parmi lesquels nous avons l'extrême honneur de compter des représentants de gouvernements, d'agences gouvernementales, mais également des représentants du corps diplomatique et du corps consulaire. Donc je les salue en mon nom, bien sûr, et en celui du recteur Daniel Jutras. Je salue également les panélistes qui ont accepté de se prêter au jeu du webinaire. La pandémie nous contraint et restreint nos déplacements, mais nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir compter sur leur générosité et leur disponibilité. Je remercie également l'animatrice de ce panel. Je salue mes collègues, les collègues de l'Université de Montréal et puis les collègues d'autres universités et d'autres institutions d'éducation supérieure. J'imagine qu'ils sont nombreux parmi les participants dont Brahim rappelait plutôt qu'ils sont plus de 400. Je salue également les étudiantes, les étudiants qui sont un public privilégié des travaux de l'Observatoire et qui bénéficieront sans aucun doute des richesses de cet échange qui va suivre. Et je salue très largement l'ensemble des amis de l'Observatoire. On rappelait tout à l'heure que l'Observatoire est une création assez récente de l'Université de Montréal.
Il est jeune, il a à peine 3 ans, mais il est déjà très actif et rayonne bien au-delà des frontières du Québec. Je vous accueille tous et je vous salue tous en mon nom, bien entendu, en mon nom de vice-rectrice, de professeur, mais également au nom du recteur, Daniel Jutras, qui ne pouvait être présent ce matin, mais son absence ne doit absolument pas signifier son manque d'intérêt pour les initiatives de l'Observatoire, et en particulier pour tous les aspects qui ont été soulignés par Madame Desronziers, à savoir le souci que nous avons à l'Université de Montréal de pouvoir établir les conditions d'une conversation continue, constante, active et dynamique avec l'ensemble des partenaires intéressés par des questions scientifiques, des questions politiques, des questions économiques et des questions sociales. La culture est également au cœur des échanges que peut conduire ou que pourra être amené à conduire l'Observatoire, mais le recteur tenait à associer sa présence à cette première initiative. L'Observatoire est aussi une ressource pour nous de déploiement, de présence, de rayonnement de l'institution à laquelle j'ai l'honneur de participer, qui travaille beaucoup sur les transferts de connaissances. Alors ce transfert de connaissances, il s'opère, on l'a vu dans les 2 années et demie qui se sont écoulées depuis la naissance de l'Observatoire, à partir de plusieurs axes. Un premier axe, ce sont les conférences internationales que M. Boudarbat, le professeur Boudarbat, a pu mettre en place au cours des 2 dernières années et qui vont continuer de permettre de maintenir un réseautage actif quand bien même de nouveau la pandémie nous contraint et nous restreint un petit peu pour quelques mois encore. C'est aussi le développement de programmes de formation à la recherche, en particulier pour les jeunes économistes, avec des partenaires universitaires extrêmement présents partout à l'échelle de la planète, mais particulièrement en Afrique, et beaucoup d'entre eux sont représentés aujourd'hui parmi le public. Ce sont ensuite des rapports, des études, qui sont produits spécifiquement pour des décideurs de politique publique et pour des organismes qui soutiennent activement le développement en Afrique. Et sont enfin des conférences ou des webinaires comme celui qui nous rassemble aujourd'hui sur des thématiques d'intérêt comme celui des échanges commerciaux entre le Canada, le Québec et l'Afrique. Alors je ne vais pas prendre plus avant de votre temps, je renouvelle mes remerciements aux 3 partenaires majeurs de l'Observatoire dont Brahim rappelait le rôle et l'importance, le gouvernement du Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Ces 3 institutions ont été essentielles dans la façon dont nous avons pu, dont Brahim a pu développer ses premières activités. Mon rôle comme vice-rectrice, à la demande du recteur et avec un grand plaisir intellectuel et personnel, est d'accompagner l'Observatoire pour les prochaines années, les 5 prochaines années, et de faire en sorte qu'il puisse continuer à rayonner et à développer et à maintenir les conditions d'une conversation active avec ses partenaires africains. Brahim, je vous repasse la parole et je vous souhaite un très fructueux et très riche webinaire. Merci. Merci beaucoup Valérie, merci pour tout l'appui que nous accorde l'Université de Montréal. Alors à présent, j'ai l'honneur de vous présenter notre conférencier Rachidi Kochoni qui va présenter bien sûr le rapport sur le potentiel d'expansion des échanges commerciaux entre le Québec, Canada et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Alors ce rapport est disponible sur notre site, vous pourrez aller sur ofe.umontréal.ca et vous pourrez le télécharger. Alors, M. Rachidi Kochoni est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre depuis 2016. Il est également économiste principal à la Banque africaine de développement. Donc, il est installé à Abidjan. Donc, il nous parle d'Abidjan. On salue tous nos participants qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, il est économiste principal à la Banque africaine de développement depuis janvier 2020. Et auparavant, il était économiste senior à la Banque mondiale installée au Bénin. Il a été également professeur invité et visiteur de plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa et l'Université d'Alberta. M. Kochoni détient un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal qu'il a obtenu en 2010. Donc, à vous la parole, Rachidi. Merci, Brahim. J'espère que vous m'entendez parce que ma connexion était instable tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais tout d'abord remercier l'OFE et tous ses partenaires pour cette opportunité et l'honneur qui m'a été fait de me confier cette étude qui est très importante pour le commerce extérieur canadien. Donc, le professeur Brahim Boudarbat l'a dit tout à l'heure, je suis un lauréat de l'Université de Montréal et c'est d'autant plus un plaisir pour moi de maintenir ce lien avec l'alma mater à travers cet échange intellectuel.
Le thème donc, de cette présentation aujourd'hui, c'est simplement le potentiel d'expansion des échanges commerciaux entre le Canada et les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Alors, à travers ce thème, déjà, on peut se demander pourquoi on se limite au seul pays francophone d'Afrique de l'Ouest. La méthodologie, en réalité, nous a imposé d'être un tout petit peu parcimonieux, mais étant donné que on peut toujours répliquer cette méthode pour d'autres régions, ce que nous présentons aujourd'hui peut être vu comme une étude expérimentale, un petit pavé dans une map pour susciter une discussion scientifique autour du sujet. Donc, sans plus tarder, je vais entrer en matière. L'Afrique est une région à fort potentiel de croissance. Juste avant l'avènement de la pandémie de la Covid, les perspectives étaient très reluisantes. Les pays ayant la plus forte croissance au monde, une bonne partie se trouve en Afrique. Par exemple, 7 des 20 pays ayant la plus forte croissance en 2018 étaient d'Afrique subsaharienne et 4 sur les 7 sont des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Et ce dynamisme suscite beaucoup d'initiatives, notamment en matière d'investissement. Au cours de la seule année 2019, il n'y a pas moins de 4 grands sommets mondiaux qui portaient sur les opportunités d'affaires en Afrique. Il y a notamment le sommet Chine-Afrique, le sommet de la TICAD au Japon, le sommet Russie-Afrique. Il y en a d'autres de moins grande envergure, mais il y a aussi une initiative qui est sur la table depuis quelques années qui s'appelle Compact with Africa, dont la Banque mondiale, le FMI et même la BAD se font les porteurs. Et l'idée de cette initiative, c'est de fédérer des initiatives du secteur privé des pays du G20 vers l'Afrique, de voir comment on peut faire pour que les secteurs privés des deux pays se rencontrent. Donc, c'est toujours en cours et on a bon espoir que ça va porter ses fruits. Alors, dans ce contexte, il est un peu étonnant que le Canada ne semble pas manifester beaucoup d'enthousiasme pour les opportunités d'affaires qu'il y a en Afrique. Et les chiffres sont éloquents. Quand on compare la France et le Canada, on constate qu'il y a un certain retard, n'est-ce pas, dans les échanges Canada-Afrique. Par exemple, si on prend toute l'Afrique, le Canada il réalise seulement 2% de ses échanges, contre 5% pour la France. Et on note que pour l'Afrique francophone, dans son ensemble, c'est 0,5% à peine que le Canada réalise, contre 4% pour la France. Et si on regarde les balances commerciales, donc la France est excédentaire en Afrique francophone alors que le Canada est déficitaire. Et on peut s'étonner de ce tableau. Pourquoi? Parce que quand on regarde la littérature sur le commerce international, le facteur linguistique, culturel, technologique joue un grand rôle dans la capacité d'un pays à rejoindre des marchés étrangers. Donc, on va estimer, par exemple, que quand deux pays partagent une langue commune, ça suppose que leur commerce aura tendance à être plus élevé que deux pays qui ne partagent pas la même langue. En arrière-plan, il y a évidemment tous les liens historiques qui font que ces deux pays partagent une langue commune. Alors ici, par exemple, on voit l'ouverture commerciale du Canada, qui est calculée en rapportant les flux de commerce extérieur au PIB. Et ce que ce graphique nous montre, c'est que le Canada a une ouverture commerciale supérieure à celle de la France. Autrement dit, le résultat que nous avons vu ici ne s'explique pas par un défaut d'ouverture commerciale. On va regarder un petit peu les flux commerciaux du Canada pour en voir la structure. L'Afrique, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que l'Afrique est sous-représentée dans la liste des partenaires commerciaux du Canada.
les données que nous avons exploitées indiquent que l'Afrique du Sud et le Botswana sont ceux qui arrivent en tête. Du côté des exportations, c'est le Botswana. Et du côté des importations, c'est l'Afrique du Sud. Mais quand on regarde le classement mondial des partenaires du Canada, le Botswana arrive en 30e position. L'Afrique du Sud arrive en 43e position. Donc 30e position à l'exportation, 43e à l'importation. Mais mondialement, c'est les États-Unis qui dominent dans les relations commerciales du Canada, avec 74% des exportations canadiennes et 51% de ces importations. Et ces chiffres montrent déjà que les échanges commerciaux du Canada sont concentrés sur un petit groupe de partenaires. Évidemment, derrière les États-Unis, il y a la Chine, qui est le deuxième partenaire, et puis le Mexique qui vient en 5e position. Alors, je disais tantôt que le Canada concentre ses relations commerciales sur un petit groupe de partenaires et généralement, ce n'est pas une bonne chose parce que ça représente une vulnérabilité. Il suffirait qu'un partenaire important traverse un moment difficile, achète ou vende moins pour que ça se répercute comme un choc négatif sur l'économie canadienne. Donc, nous pensons qu'une expansion du commerce extérieur canadien vers l'Afrique permettrait d'atténuer ce problème de concentration des échanges. Alors donc, l'objectif de cette étude, c'est premièrement, évaluer le potentiel commercial, notamment la partie non exploitée de ce potentiel, et identifier les produits sur lesquels le Canada pourrait baser une stratégie d'expansion de son commerce vers les pays donc, francophones d'Afrique de l'Ouest. Et pour répondre à la première question, nous avons eu recours à un modèle qu'on appelle le modèle de gravité. Et ensuite, on a mesuré l'écart entre les prédictions de ce modèle et la réalité pour avoir une idée du potentiel non réalisé. Donc, en 2 mots, c'est à cela que se résume la méthodologie à ce niveau-là. Excuse-moi, Rachidi. Oui? Est-ce que tu peux mettre le plein écran, s'il te plaît? Contrôle. Est-ce que c'est bon? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, et pour la deuxième question ici, notamment l'identification des produits, nous avons essayé une méthodologie très simple qui consiste à identifier l'ensemble des biens pour lesquels chacun des pays a un avantage comparatif révélé. Et nous avons essayé d'évaluer, d'identifier également les produits pour lesquels chacun de ces pays a une demande d'importation significative. Et le croisement de ces 2 listes nous permet d'isoler les produits qui potentiellement pourront servir de base à une stratégie d'expansion commerciale dans les 2 sens, évidemment. Alors, les résultats de la première partie, dans notre tentative d'évaluer le potentiel commercial, nous avons fait une première modélisation pour identifier les déterminants de la sélection des partenaires commerciaux. Et en deuxième étape, nous avons fait un modèle pour identifier les déterminants du volume des échanges commerciaux. Et les paramètres qui sont là, les étoiles qui sont là indiquent que les variables dont les noms figurent ici, dans la première colonne, ont une influence significative sur la variable d'intérêt. Alors, je vais donner juste un exemple. La première ligne nous indique que plus un pays est éloigné, moins ce pays pourrait être, c'est-à-dire il y a moins de chances donc que ce pays soit un partenaire du Canada et il y a donc moins de chances également que ce pays ait des flux élevés ou plutôt moins le flux sera élevé pour parler plus simplement. Ça, c'est un exemple. Je parlais tout à l'heure du critère linguistique qui pourrait être donc langue officielle commune. Vous voyez un coefficient positif qui indique que ça a non seulement un effet positif sur la probabilité d'entrer en échange, mais ça a un effet positif sur le volume des échanges lui-même. Donc, il y a 2 dimensions dans ce tableau. L'objectif n'est pas tant d'entrer dans le détail des coefficients, mais de vous montrer que certaines variables dans la littérature
et que ce soit empirique ou théorique, sont reconnus pour avoir des influences sur le volume des échanges et sur la sélection des partenaires commerciaux. Donc, un dernier coefficient, par exemple, lorsqu'un importateur est de l'Afrique, ses flux sont moins élevés. Lorsque l'exportateur est africain, les flux sont également moins élevés, ce qui traduit le fait que cette zone du monde n'est pas assez intégrée dans les échanges commerciaux. Donc, nous avons utilisé l'output qu'il y a dans ce tableau pour estimer ce qu'on devrait attendre comme volume des échanges du Canada vers l'Afrique et vice-versa. Et les résultats nous permettent d'arriver à ces chiffres qui sont ici, qui disent que le Canada a un potentiel inexploité d'à peu près 381 milliards USD à l'export et 137 milliards USD à l'import. L'Afrique francophone, donc lorsqu'on restreint l'observation à l'Afrique francophone, les chiffres sont plus petits, donc 190 milliards à l'exportation, 54 milliards à l'importation. Et notre modèle indique que ceci représente environ 99% du potentiel total des échanges avec l'Afrique. Autrement dit, le potentiel réalisé et inexploité, la somme des deux, c'est le total. Et la partie inexploitée est virtuellement 100%. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que le Canada n'a même pas entamé encore son potentiel commercial en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'espace pour faire progresser les échanges Canada-Afrique. C'est le message principal au niveau qualitatif. Après, au niveau quantitatif, on peut trouver que ce chiffre de 99% est plutôt élevé. Mais on peut améliorer. Nous avons utilisé un modèle de base compréhensible, accessible, qui nous a donné ce résultat. Je pense qu'il y a moyen de raffiner. Et si on fait des raffinements, même si on s'arrêtait à 80% de potentiel inexploité, ça reste énorme. Donc, ce chiffre, nous devons le prendre comme un signal qui dit que le potentiel inexploité est énorme, immense. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur le chiffre lui-même ou sur le réalisme du 99%, mais de se dire qu'on a un modèle qui nous signale qu'il y a un potentiel énorme qui est inexploité. Alors, nous pensons qu'avec les études futures, on pourrait arriver à des modèles beaucoup plus sophistiqués, beaucoup mieux taillés, peut-être qu'ils vont nous donner des chiffres un peu plus réalistes. Mais le message important aussi, c'est que le retard constaté au niveau des échanges du Canada et de l'Afrique ne s'explique pas par l'absence de relations coloniales passées, ni par la distance, étant donné qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher au Canada de ne pas avoir les moyens technologiques pour rejoindre un marché étranger, encore moins par le défaut d'ouverture que je vous ai montré tantôt sur un graphique. Donc, on peut en conclure c'est-à-dire qu'il s'agit d'un retard remédiable. Donc, c'est ça la conclusion. On peut y remédier en mettant en place des politiques appropriées pour, n'est-ce pas, renforcer les relations commerciales avec l'Afrique. Alors, je passe maintenant à la deuxième question qui était d'identifier les produits sur lesquels on pourrait baser l'expansion commerciale du Canada, des échanges Canada-Afrique. Alors, nous constatons en regardant les données que le Canada possède un avantage comparatif révélé dans beaucoup de produits qui intéressent le marché africain. Nous avons remarqué par exemple les produits pétroliers, les pierres et métaux précieux, les véhicules à moteur, les avions, l'électricité, le bois, les fertilisants et bien d'autres produits. Il y en a environ 800, voire plus, que nous avons identifiés. Et quand on regarde les produits que le Canada importe, certains des produits se trouvent également du côté des exportations, mais certainement que c'est sous une autre forme. Par exemple, on trouve des véhicules à moteur également dans les importations, on trouve des pièces détachées, véhicules d'avion, ainsi de suite. Et le fait que les importations canadiennes soient fortement technologiques explique en partie pourquoi les Africains n'échangent pas assez avec le Canada. Donc, ça pourrait expliquer. C'est une partie de l'explication. Maintenant, quand on regarde grosso modo, qu'est-ce que le Canada envoie en Afrique? Sans surprise, c'est des produits transformés. Et ça peut être sophistiqué ou non, mais c'est transformé.
Et ce qui est importé, c'est généralement des produits non transformés, donc des matières premières, etc. Ici, nous avons un tableau qui résume le volume de données que nous avons pour observer. Ici, nous comptons simplement le nombre de produits retrouvés dans les échanges canadiens que chacun des pays d'Afrique de l'Ouest pourrait échanger. Par exemple, quand on regarde le panier, donc je crois que pour l'instant, nombre de produits dans les paniers d'importation et d'exportation. Non, je ne suis pas encore arrivé à l'endroit où je vous montre les produits échangeables. Dans un premier temps, on liste tous les pays, y compris le Canada ici en 3e position, et on regarde combien de pays, combien de produits ce pays-là, c'est-à-dire l'ensemble des produits pour lesquels ce pays a un avantage comparatif. Donc, le Bénin, par exemple, a un avantage comparatif dans 228 produits, le Canada dans 862 et ainsi de suite. Donc, la Côte d'Ivoire, 213, le Sénégal, 408. Et quand on regarde maintenant côté importation, il ne s'agit pas de tous les produits importés, il s'agit des produits qui sont significativement représentés. C'est-à-dire que nous prenons les formules qui nous permettent d'identifier l'avantage comparatif sur les flux d'exportation. Nous appliquons les mêmes formules au flux d'importation et nous appelons ça, nous appelons le résultat les biens pour lesquels le bien a une demande d'importation exprimée. Et on constate que généralement, le panier d'importation est plus diversifié que le panier d'exportation. Ce n'est pas surprenant, c'est le cas pour tous les pays du monde. Si je prends le Canada, il a un avantage comparatif dans 862 produits, mais il importe beaucoup plus de 1000 en plus. Et donc, il s'agira maintenant de faire un croisement entre les exportations canadiennes ici. Ces 800 produits vont être croisés avec ces 500 qui sont là et on va voir combien il y en a dedans. Et s'il n'y en a pas, évidemment, on va conclure que le potentiel d'expansion des échanges est faible dans cette direction-là. Et quand on fait cette analyse, on a ce tableau ici qui nous montre que, par exemple, il y a 93 produits qui pourraient être échangés entre le Canada et le Bénin, 131 avec le Burkina Faso et ainsi de suite. Alors ici, on a mis destination pour exportation canadienne. Donc ces produits-là seraient des produits que le Canada peut exporter vers les pays francophones. Plus bas, nous avons maintenant les produits que le Canada peut importer depuis les pays francophones. Et vous remarquerez qu'en général, les nombres qui sont en haut sont plus élevés que ceux qui sont en bas. Par exemple, le Togo pourrait importer 153 produits du Canada et exporter 58 vers le Canada. C'est ce que ça dit. Les chiffres qui sont ici représentent le poids de ces produits dans les paniers d'échange du pays francophone concerné en Afrique. Et on calcule le même poids pour le Canada. Évidemment, comme le Canada a une économie beaucoup plus géante, on voit que les poids ici sont plus faibles. Autrement dit, si le Canada augmentait ses échanges de 4% vers l'Afrique, vers le Togo, pardon, ça représente déjà 16% pour le Togo en termes d'augmentation de son volume à lui. Donc, c'est quelque chose, c'est ce message-là qui se cache derrière ces chiffres. Donc, ce qui est un peu décevant ici, c'est que le volume de données qui se cache derrière ces tableaux ne peut pas être facilement présenté ici. Du coup, on les a résumés sous forme de chiffres pour vous montrer que derrière, il y a de l'information additionnelle à aller rechercher. Ces produits, nous les avons identifiés nommément et nous allons les rendre disponibles dans un appendice qui pourrait être sur Internet et consultable. Si possible, dans un environnement numérique dynamique où on pourrait croiser les pays et observer ce qui se passe. Donc, la conclusion essentiellement ici, c'est qu'il existe énormément de possibilités d'expansion. Nous avons fait une évaluation chiffrée, n'est-ce pas, du potentiel inexploité et nous avons identifié des produits qui pourraient servir de base à l'expansion, n'est-ce pas, du commerce en vue de combler ce potentiel.
Donc, les résultats préliminaires que nous présentons ici devraient pouvoir guider, n'est-ce pas, les entreprises canadiennes en quête d'opportunités vers les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Évidemment, il y a plusieurs stratégies possibles à l'exportation. L'une d'elles, c'est de produire à domicile au Canada et exporter. L'autre, c'est d'aller installer des unités de production dans le pays de destination. Donc, dans le premier cas, bon, je dirais dans les deux cas, c'est des considérations d'efficacité et de coût. Si les conditions de production au Canada sont meilleures, il faut produire au Canada et exporter. Mais dans certains cas, il peut être plus judicieux d'aller dans le pays de destination et voir s'il ne faut pas y installer une usine de production. Et cette option est souvent intéressante parce que ça crée de l'investissement étranger. Pour le pays de destination, ça crée aussi de l'emploi. Du côté des importations, même logique. On peut importer des produits depuis les PFAO. Donc, ici, on dit ce choix optimal si l'on considère que l'importation au Canada de produits déjà disponibles en quantité et qualité et prix convenables. On peut aussi produire dans les PFAO et rapatrier, ce qui est une solution que la Chine utilise parfois. C'est-à-dire que dans certains pays, la Chine installe des usines, par exemple, de production du sucre et rapatrie toute la production. Hein? Et ça pourrait être aussi un schéma à envisager, une option à envisager pour les importations. Dans ce cas également, ça crée de l'investissement direct étranger, ce qui est une bonne chose pour le pays d'accueil. Voilà, en quelque sorte, je crois que le message est déjà plus ou moins passé. Je vais résumer en quelques mots. On a un potentiel qui est proche de 99% qui est inexploité. Il existe des... Rachidi, on ne vous entend plus. Sa connexion ne doit pas être bonne, donc Brahim, il faut prendre le relais. C'est ça, exact. Oui, donc je remercie Rachidi pour sa présentation. Il faut juste que je... Bon, voilà. Bon, merci beaucoup, Rachidi, pour cette étude fort intéressante qui démontre un potentiel énorme pour les échanges commerciaux. Donc, c'est dans les deux sens, Canada vers l'Afrique, mais aussi Afrique vers le Canada. Et ça, c'est un peu l'objectif de l'Observatoire aussi, c'est de faire ce genre d'études, mais pour la suite, laisser les décideurs des politiques publiques et les gens d'affaires monter les stratégies pour exploiter le potentiel, et ça va être l'objet du panel qui va suivre. Et dans ce cadre-là, j'ai l'honneur de présenter Madame Madeleine Fekier qui va animer le panel. Alors, Madame Fekier est une spécialiste certifiée de la gestion, de l'exploitation et de l'administration des risques associés au crédit d'entreprise, de l'amélioration des modalités de crédit et du commerce mondial. Elle compte plus de 25 années d'expérience progressive au sein de la communauté globale du crédit. Il a travaillé sur plusieurs continents et dans divers secteurs de l'économie. Depuis 2008, Mme Fekier est chef du crédit d'entreprise de la société Domtar à l'échelle mondiale. Elle assure la surveillance et le soutien du risque et gère 7 équipes situées dans plusieurs régions géographiques. Elle a été directrice principale du crédit global de la société ABTB Boater de 2002 à 2008. Puis elle était vice-présidente adjointe du crédit à l'échelle mondiale de Téléglobe Canada de 1998 à 2000. Madame Fekier siège à plusieurs conseils d'administration d'organismes publics, gouvernementaux et sans but lucratif. Entre autres, il siège au conseil de l'Université de Montréal et d'Investissement Québec. Il est également membre des conseils d'experts du Centre canadien pour la mission de l'entreprise. Enfin, Madame Fekier est récipiendaire de multiples distinctions en reconnaissance de ses réalisations, entre autres le prix Leadership de l'Association des femmes en finance du Québec en 2016, et puis elle a été nommée une des 8 incontournables à l'international par
part première en affaires en 2011. Donc, merci beaucoup, Madame Fekir, d'avoir accepté notre invitation à animer ce panel. Et je remercie aussi nos 4 panélistes d'avoir accepté de participer au débat. Alors, Madame Fekir, je vous passe le micro. On est très heureux de vous avoir parmi nous et on va suivre vos débats avec grand intérêt. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Boudabat. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer ce panel avec nos illustres invités qui, pendant les prochaines minutes, vont vous éclairer sur les possibilités s'offrant au Québec et au Canada pour accroître l'expansion des échanges commerciaux. Le webinaire prend fin à 11h30. Alors, pour combler un déficit de temps de 10 minutes, je vous inviterai à consulter les profils complets de nos panélistes qui sont déjà affichés sur le site de l'Observatoire. Alors, aujourd'hui, on a avec nous M. Iya Touré, vice-président Ressources Québec, Mines, Hydrocarbures et Énergie, chez Investissement Québec. Et à partir du 15 décembre prochain, M. Touré sera le délégué général du Québec à Dakar, au Sénégal. Ensuite, on a avec nous Mme Amina Gerba. Mme Gerba est présidente du conseil d'administration d'Entreprendre ici et aussi présidente fondatrice de Forum Afrique Expansion, que je suis sûre que tout le monde a participé à ces conférences. Également avec nous aujourd'hui, on a M. Mohamed Hachmidouche, président de Inter Africa Capital Group du Maroc, ancien assistant du président de la Banque africaine de développement et ancien représentant de la BAD en Égypte, en Tunisie et au Sénégal. Finalement, mais non la moindre, on a avec nous Mme Sylvie Sagbo-Gomar, entrepreneur, présidente de l'ISA et coporteuse de la marque Senar au Sénégal. Alors, on va d'abord commencer avec Monsieur Iya Touré, mais on va quand même faire un tour de table. Et si vous vous sentez à l'aise à répondre aux questions, oui. Sinon, on peut passer au prochain. Alors, vous aviez tous pris connaissance du rapport. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Y a-t-il quelque chose qui vous a accroché ou du moins surpris en le lisant? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de surprises. Aviez-vous retenu quelque chose pour votre boîte à outils? Alors, on va commencer avec Iya. Merci Madeleine. Pour l'auditoire, Madeleine siège sur mon autre conseil d'administration, donc j'ai l'occasion de travailler souvent avec elle. Donc, merci. J'aimerais, avant de débuter, remercier l'Observatoire avec ses partenaires pour cette belle opportunité juste à la veille de mon arrivée à Dakar. Donc, pour moi, c'est vraiment, je trouve ça intéressant. Et aussi profiter de l'occasion pour remercier Rachidi pour la qualité de son étude. Je vous dirais d'entrée de jeu que personnellement, je ne suis pas surpris par les constats de cette étude. Nos chiffres à l'interne ainsi que toutes les études vont dans le même sens. Il n'y a pas plus tard que l'année passée, en début d'année, l'Institut du Québec sortait une étude justement sur les échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique, et ça va dans le même sens. Donc, l'Afrique, c'est le continent de demain. L'Afrique, c'est le continent des opportunités, comme le disent la plupart des analystes. Mais de ce côté-ci de l'Atlantique, on observe quand même une hésitation, soit de nos gouvernements ou de nos entreprises à saisir les opportunités qui sont, je dirais même, infinies sur le continent. Par contre, la bonne nouvelle, je pense Rachidi l'a bien dit, c'est le potentiel de croissance. C'est important ça. Ça fait toute la différence. Et aussi, au cours des 10 dernières années, si on regarde les données, on se rend compte qu'année après année, il y a une croissance dans les échanges commerciaux avec le continent africain et puis surtout avec l'Afrique francophone. C'est sûr que cette croissance ne va pas à la vitesse qu'on aimerait que ça se passe, ou cette croissance n'est pas spectaculaire, mais on voit quand même qu'il y a une croissance soutenue qui est là. Donc, on va devoir capitaliser là-dessus. Merci beaucoup.
Alors, Amina, aimeriez-vous vous joindre à la fête? Merci beaucoup. Merci à l'Observatoire de m'avoir donné cette opportunité. Je remercie Brahim et toute l'équipe. Je félicite vraiment pour cette étude, tout comme IA. Je n'ai pas été tellement surprise parce que j'ai observé moi-même depuis 1995 où j'ai fondé Afrique Expansion, un groupe qui s'est donné comme mission vraiment de mettre l'Afrique dans la tête des entreprises canadiennes intéressées à aller à l'étranger. J'ai observé depuis 1995, comme j'ai dit, le passage du Canada de la solidarité internationale au développement commercial. J'ai observé tout ça. J'ai vu beaucoup de changements qui se reflètent par ailleurs dans ce rapport-là. Le premier changement, comme je disais, c'est vraiment ce passage de la solidarité au développement commercial. Étant donné que j'ai commencé avec l'ACDI, l'ACDI était présente, l'Agence canadienne pour le développement international, qui était là pour aider les pays émergents, surtout les pays en Afrique francophone. On a vu que l'ACDI a dépensé, a investi 4 milliards dans ces programmes de développement. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis rentrée au Canada avec une bourse de l'ACDI. À l'époque, il n'y avait que l'ACDI qui offrait une bourse et la francophonie. Il y avait une bourse de la francophonie. Donc, moi, j'ai connu tout ça. Ça ne me rajeunit pas aujourd'hui. Alors, ces bourses ont été arrêtées, évidemment, avec la disparition de l'ACDI. Les gouvernements successifs du Canada qui ont pris la tangente du développement commercial et les entreprises qui ont suivi. Ça c'est vraiment la première observation. La deuxième, c'est le changement graduel des perceptions, de la perception des entreprises canadiennes au niveau de l'Afrique. Lorsque j'ai commencé, je le dis toujours en blague, les gens me demandaient s'il y avait des routes en Afrique, s'il y avait des maisons en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire que l'Afrique, évidemment, c'est comme l'a titré un ami, c'est le chantier du siècle où se battent toutes les grandes puissances du monde. Le rapport l'a mentionné, les sommets du Japon, le sommet de l'Union européenne en Côte d'Ivoire il y a quelques années, le sommet récemment de la Russie et le sommet de la Chine, Chine-Afrique, la Chine qui a pris beaucoup d'ampleur, comme vous le savez. Le troisième changement, c'est la présence accrue du Québec en Afrique. Moi, j'ai vu arriver le Québec en Afrique. IA qui s'en va à Dakar, qui était la première ambassade, la première délégation québécoise en Afrique. Il y a une en Côte d'Ivoire et une au Maroc. C'est des choses qui sont venues vraiment changer la donne avec pour résultat qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Afrique, ce n'est plus la même chose. L'écoute a changé. Moi, je l'ai observé avec le forum que j'ai initié en 2003. Quand nous avons commencé, on avait du mal à remplir une salle de 200 personnes. Aujourd'hui, on a du mal à contenir 500 personnes, tellement il y a un intérêt, un engouement. D'ailleurs, je félicite tous ceux qui sont ici présents, qui ont déjà pris part au forum, sur lequel siège mon ami Mohamed Achlidouche et puis Madeleine, qui sont sur le conseil consultatif. Le forum s'est donné comme mission vraiment de promouvoir ce commerce, ces échanges. Et aujourd'hui, on voit que l'intérêt est là, les entreprises sont présentes et je suis certaine, avec beaucoup de modestie, qu'on a joué beaucoup dans ces changements de comportement, changements de perception avec le magazine
Afrique Expansion que nous avons lancée en 98, qui est aujourd'hui la seule revue économique canadienne diffusée dans les pays d'Afrique francophone. Donc, vraiment, bravo pour l'étude. C'est bien, merci beaucoup, Madame Gerba. Monsieur Mbidouche, qu'est-ce que vous pensez, C'est quoi votre lecture? Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier à mon tour les organisateurs et en particulier notre ami Ibrahim Boudarbat, directeur de l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal, et les autorités du Québec, qu'elles soient présentes sur le territoire québécois en ligne ou de Paris. Et je me réjouis d'être avec vous cet après-midi. C'est l'après-midi chez nous, c'est le matin, je crois, chez vous, il y a le décalage horaire. Donc, je voudrais saluer cette initiative et remercier aussi l'auteur de cette étude, n'est-ce pas, M. Rachidi, qui a fait un excellent travail, à mon avis. Je voudrais, avec votre permission, faire quelques comparaisons entre le Québec et l'Afrique francophone de l'Ouest, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on voit la population donc, du Québec, elle ne dépasse guère les 8,5 millions, tandis que celle de l'Afrique de l'Ouest, si je prends uniquement les pays membres de la zone UMOA ou la zone France-CFA, le chiffre s'élève à 120 millions. Si on ajoute la Guinée qui est francophone et qui est membre de la CEDEAO a une population totale de 350 millions avec un PIB de 680 milliards, n'est-ce pas? Alors que pour la zone UMOA, leur PIB est de 381 milliards. Il y a d'énormes opportunités d'affaires pour ce que vous appelez chez vous au Canada les gens d'affaires. Alors, quand je regarde un peu les secteurs porteurs dans la zone Québec, parce qu'on doit vendre à l'Afrique francophone les produits et les services qui sont disponibles chez vous dans la zone Québec, on voit que les secteurs porteurs portent sur le transport terrestre, sur le digital, sur l'audiovisuel, sur les produits pharmaceutiques, sur les projets d'infrastructure, sur l'énergie hydroélectricité, sur le tourisme, entre autres, n'est-ce pas? Vous avez aussi quelque chose d'incroyable. Hein? Vous avez la crème de l'Afrique chez vous. Hein? Je parle de la diaspora africaine. Vous êtes de parfaite illustration. Je vois un Sénégalais, je vois une Camerounaise, je vois notre sœur aussi, je ne sais pas quelle est votre nationalité, mais en tout cas, ça veut dire que l'Afrique est déjà fortement présente. Ma frustration au niveau de cette étude, c'est qu'elle a vu, c'est un regard dans un sens, Canada-Afrique. J'aurais aimé qu'on voit aussi le regard Afrique-Canada. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, je fréquente le Canada. Je suis venu plusieurs fois. Quand je travaillais à la Banque africaine de développement, j'ai fait des présentations au Parlement à Ottawa. J'ai travaillé avec l'ACDI, j'ai travaillé avec la Société d'expansion des exportations, avec le CRDI, etc. Et cette question revient toujours sur la table. Alors, quand je vois les chiffres que M. Rachidi nous donne, à savoir que les échanges commerciaux du Canada, n'est-ce pas, représentent à peine 2% du commerce mondial, alors que le premier partenaire du Canada demeure les États-Unis, qui occupent la première place avec un pourcentage de 74%, suivi par la Chine, 4,5% et 2,3% pour le Mexique. Ce sont les 3 premiers partenaires commerciaux, n'est-ce pas, du Canada. Donc l'Afrique avec 2%, un continent de 54 États, 1,3 milliard à l'horizon 2050, n'est-ce pas? Vous avez 2,5 milliards une population, un nouveau grand marché, la zone de libre-échange continentale. Je pense qu'il y a un peu une sorte de déficit de la part de nos amis canadiens qui ne viennent pas souvent, n'est-ce pas? Lorsque je vois la structure des entreprises québécoises, la majorité est constituée par des petites et moyennes entreprises dont les leaders sont en train de céder leur boîte. Donc, il y a des opportunités même pour les Africains pour venir investir au Québec. Dans le cadre des fusions et acquisitions, on peut racheter des entreprises, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui cherchent un repreneur à cause de l'âge, etc. Donc, j'invite la diaspora qui se trouve là-bas aussi de s'impliquer, non seulement au niveau des grandes entreprises comme Hydro-Québec ou l'ancienne SNC Lavalin, qui était un grand bureau d'études qui travaille, n'est-ce pas, dans la zone et qui malheureusement a disparu pour diverses raisons que vous connaissez, que je n'aimerais pas, n'est-ce pas, évoquer ici. Donc, je dirais, le potentiel est énorme. Il n'y a pas que les échanges.
Il y a également les opportunités d'affaires qui sont offertes aux entreprises du Québec dans le cadre des appels d'offres qui sont lancés par l'ensemble des États au niveau du continent africain. Je rappelle que le Canada est un des grands actionnaires de la Banque africaine de développement. Il est fortement présent. Il a un réseau diplomatique qui ne couvre pas l'ensemble du continent. Le Canada a à peine 26 missions diplomatiques. Mais je trouve que le Québec se distingue comme la zone Wallonie, n'est-ce pas, en Belgique, n'est-ce pas? Vous avez 2 ambassadeurs. J'ai rencontré des ambassadeurs qui représentent le Québec et des ambassadeurs qui représentent l'État fédéral canadien. Et je les ai vus aussi bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc. Donc, vous voyez, vous avez déjà une forte présence diplomatique. Et malgré ça, malgré le fait qu'il y a des bureaux, n'est-ce pas, avec des conseillers économiques et un réseau relationnel très dense et très fort, vous restez absent de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes fortement présent au Botswana, comme l'étude l'a montré, ou l'Afrique du Sud, etc. Donc, je pense qu'on peut saisir cette occasion pour lancer un appel, n'est-ce pas, pour que nos amis canadiens viennent de plus en plus vers le continent africain. Et je parlerai tout à l'heure d'autres opportunités et les plateformes qui existent, n'est-ce pas, au niveau du continent africain et qui représentent autant d'outils à exploiter par les entreprises, qu'elles soient moyennes, petites ou grandes, du Québec pour renforcer cette coopération. Je termine en disant que nous appartenons tous à l'espace francophone. L'Organisation internationale de la francophonie a eu la chance d'être dirigée par Michaël Jean, ancien gouverneur du Canada. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'efforts investis par le Canada. On parlera, parce qu'une des recommandations qui a été faite par M. Rachidi, c'est Monsieur Milouche, on va passer à une autre question et puis on va revenir. Avec un sommet Afrique-Canada, je pense que moi je l'ai appelé parce que je fais partie aussi du Conseil international de Afrique Expansion avec ma sœur Amina Gerba et j'avais déjà interpellé les autorités canadiennes pour l'organisation d'un tel sommet il y a 2 années à Montréal. Je vous remercie. Tout à fait. Merci beaucoup. Un peu long, là, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Madame Sagbo, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez à nous dire comme entrepreneur? Comment est-ce que vous voyez cette étude? Déjà, je voudrais remercier Brahim et toute son équipe pour cette invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce panel. Et contrairement à tous ceux qui ont parlé avant moi par rapport à ce rapport, moi, j'ai été très surprise. J'ai été très surprise, c'est peut-être parce que je ne vis pas au Canada ou parce que je n'ai pas… En tout cas, j'ai été surprise de voir que le potentiel était si inexploité, c'est-à-dire de voir que les échanges commerciaux entre le Canada et pas seulement l'Afrique, hein, je parlerai en général. J'ai été assez étonnée de voir que les taux étaient quand même très faibles pour la plupart des pays, à part bien sûr les États-Unis, 74%, le Mexique, deux pays on a vu en Afrique. Mais j'étais étonnée, j'aurais imaginé que le Canada était un pays qui exportait énormément, qui en tout cas avait des échanges commerciaux qui étaient plus important que ce que nous a montré ce rapport, très intéressant d'ailleurs, au passage. Donc, je remercie M. Rachidi parce que j'ai appris énormément de choses. Et par contre, la question que je me pose, en fait, parce que finalement, moi, c'est une question que je renvoie, c'est finalement, est-ce parce que le Canada se suffit à lui-même? Aujourd'hui, il a ces taux, en tout cas, à part les échanges avec les États-Unis, est-ce que c'est parce qu'il y a une suffisance à soi-même? Ou comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays comme le Canada être si peu ouvert aux échanges commerciaux en dehors des États-Unis qui sont voisins tout proches. En tout cas, moi, j'ai été assez étonnée. Mais par contre, comme le disait tout à l'heure M. Touré, le potentiel est là et je pense qu'il faut vraiment que le Canada tourne son regard vers l'Afrique parce que c'est l'Afrique, c'est à ce niveau-là que le potentiel est réel et c'est là que ça peut apporter vraiment beaucoup de choses au pays. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Madame Sagbo. Alors, on retourne vers vous. Vous déménagez bientôt à Dakar à titre de délégué du Québec. On assume que vous aviez sûrement une idée des opportunités et des défis qui vous attendent, vous connaissant. Pouvez-vous nous dire ou faire une mise en contexte des rapports commerciaux qui existent actuellement entre les pays d'Afrique francophone et le Québec d'une part? Merci Madeleine. Bonjour à Mohamed, mon ami que j'ai rencontré l'année passée. Je vois que tu n'as pas perdu ta passion pour l'Afrique. C'est bien ça. Regardez Madeleine, les relations entre le Québec et l'Afrique francophone, ça date de plus de 50 ans.
On partage avec ces pays-là la langue, je pense, Claire, ma collègue Claire en parlait dans le cadre de la francophonie. La langue, c'est un vecteur de croissance des échanges commerciaux. Rachidi aussi, dans ses variables, l'a mentionné. Le Québec est reconnu dans ces pays à travers son système éducatif qui valorise la formation professionnelle et technique. On est reconnu pour la solidité de nos institutions en ce qui a trait à la gouvernance. Depuis 2016, c'est récent, là, c'est juste 4 ans. Et je pense que Amina en parlait. On a 3 représentations dans cette partie du continent, Maroc, Côte d'Ivoire et une délégation générale à Dakar au Sénégal. Et gardez en tête que l'ancien président Senghor, paix à son âme, a été le premier à inviter René Lévesque à visiter Dakar. Donc, ça en dit long. Donc, je dirais que les rapports entre le Québec et puis l'Afrique francophone, les rapports sont bons. Les rapports sont bons, mais il y a de la place à de l'amélioration. Aujourd'hui, le challenge qu'on a, le défi qu'on a, c'est de passer de la diplomatie d'influence qu'on a fait au cours des 50 dernières années et migrer vers ce qu'on appelle la diplomatie économique. Je pense Amina parlait de la Chine, Amina parlait de la Turquie. Tous ces pays-là viennent, on sait qu'est-ce qui se passe sur le continent. C'est fertile pour les opportunités. Donc, il faut viser vraiment la diplomatie économique. Pour ce faire, le Québec a décidé de se distinguer, de vraiment être distinctif sur ce plan-là aussi. C'est de se doter d'une vision. Et moi, je dis souvent, et Madeleine, tu le sais, quand je passe au board, je suis très clair dans mes idées. Quand on parle de développement économique, quand on parle de diversification de marché, développement de marché, tout ça doit s'inscrire dans une vision long terme. Il faut avoir une stratégie qui se décline en court, moyen, long terme. Le Québec, cette fois-ci, a décidé d'avoir une vision sur l'Afrique qui est basée sur 10 ans. Je ne dévoilerai pas cette stratégie-là ici, mais ça va être annoncé très bientôt. Dans le cadre de cette stratégie-là, moi, je vais juste mettre l'emphase sur la partie économique. La partie économique. C'est sûr que l'Afrique va être considérée comme une zone à développer parce que ça prend ça. Je pense dans l'étude de Rachidi, on en parlait, il faut que l'Afrique se distingue, il faut qu'on en fasse une priorité. Ben, le fait de l'identifier comme une zone à développer, déjà, c'est un bon signe. On va choisir aussi des secteurs dans lesquels le Québec a des valeurs, des avantages distinctifs. On va choisir des secteurs. On va aussi cibler des pays qui ont adopté le virage de l'émergence économique. L'Afrique, c'est grand. Mohamed le disait, c'est 54 pays. On ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout. On ne doit pas être partout. Donc, il faut vraiment qu'on soit focusé, qu'on cible les pays qui ont le fort potentiel et avec lesquels on peut faire affaire. Le financement va être disponible aussi. Vous avez lu, pour ceux et celles qui sont au Québec, au mois de juin dernier, Export Québec s'est joint à Investissement Québec pour former ce qu'on appelle maintenant Investissement Québec International. Ça a une force de frappe beaucoup plus importante. Et il y a une équipe qui est dédiée pour le continent. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Amina t'en parlait que le Québec est présent, le Québec se distingue. Ben, son caractère distinctif se démontre à travers ça aussi. On fera aussi ce qu'on appelle de l'accompagnement. L'accompagnement des entreprises dans ce processus-là d'aller s'implanter ou d'ouvrir un nouveau marché. Ce n'est pas évident. Moi, dans le cadre de mon travail, ça me donne, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup fait l'Asie, l'Amérique, qui est mon arrière-cour, et l'Europe. Quand vous demandez à quelqu'un de venir s'installer dans un pays, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je sais de quoi je parle dans ce sens-là. Et on va aussi faire ce qu'on appelle de la veille stratégique, partager de l'intelligence d'affaires avec les entreprises, mettre ça à la disposition de ces entreprises. C'est des choses que je voyais
je vois encore, parce que je suis toujours sur Investissement Québec, je vois sur les autres marchés, sur les autres continents, mais jamais sur l'Afrique. Et pour une première fois, on commence à utiliser le même jargon, le même discours qu'on applique à l'Asie, l'Europe, l'Amérique, à l'Afrique. Donc, pour moi, c'est révélateur. Bref, pour être très court, on va focuser avec des moyens, on va être très focusé, on va avoir des moyens à notre disposition. Meilleure collaboration des acteurs qui sont sur le terrain parce qu'on ne peut pas s'éparpiller. Et aussi, miser sur des partenariats. Donc, vraiment, c'est la stratégie Investissement Québec International. Nos représentations sur le terrain vont jouer un rôle important. Et puis, dans le cadre de la francophonie, nos amis de cette institution-là nous supportent dans ça. Je pense que le message que je veux véhiculer à travers ce webinaire, ayez en tête que le Québec is back, surtout en Afrique francophone. On veut vraiment prendre notre place. Merci beaucoup, Iya. Alors, autrement dit, il va y avoir une convergence entre toutes les forces vives du Québec pour essayer de capturer ce marché, en fait. Mais je suis très contente et puis avec votre expérience chez Investissement Québec, vous allez pouvoir vraiment amener beaucoup à ce niveau-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir à la délégation du Québec à Dakar. Merci beaucoup, Iya. Alors, la prochaine question s'adresse à Mme Gerba. Depuis plusieurs années déjà, vous travaillez à favoriser et à solidifier les liens entre l'Afrique francophone et le Québec. À votre avis, les échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique francophone se sont-ils améliorés? Est-ce qu'ils se sont reculés ou est-ce qu'on a fait du surplace? Quel constat faites-vous? Merci, Madeleine. Comme je disais tout à l'heure, les échanges ont beaucoup évolué. On est passé de la solidarité au développement. Mais au niveau du Québec, il y a eu beaucoup d'avancées, comme Iya le dit, et une présence qui va s'accroître encore avec un accompagnement financier. C'est quelque chose que nous demandions depuis très longtemps. Ce qui n'a pas changé, c'est du côté canadien par rapport au visa. Pour qu'il y ait des échanges, un vrai échange commercial, il faut que les gens se fréquentent, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens aient vraiment cette compréhension mutuelle et qu'ils puissent s'asseoir sur la même table. J'ai dit tout à l'heure qu'on a vu l'évolution au niveau du Forum Afrique Expansion. Le forum, en passant, qui est devenu la plus importante plateforme d'échanges commerciaux et de partenariat d'affaires entre le Canada, le Québec et l'Afrique. À chaque édition, on a 500 participants. On avait du mal à avoir 200 au début. Aujourd'hui, on fait salle comble à 500, mais on voit qu'il y a un besoin d'information. Pour faire des affaires, il faut une information économique, il faut de la veille stratégique, de la veille économique. Et comme Iya le dit, je comprends que Investissement Québec a compris ce besoin-là et va investir notamment pour qu'il y ait cette veille stratégique, pour qu'il y ait cet accompagnement qui manque cruellement. Il y a une deuxième chose, c'est vraiment le contact. On a travaillé énormément pendant les 25 dernières années à créer un réseau de contacts parce que pour faire des affaires, vous êtes tous en affaires, pour réussir dans les affaires, il faut avoir des contacts solides et fiables. Les gens nous appellent au Forum Afrique Expansion, ils pensent que nous sommes une OPEX, c'est-à-dire une chambre de commerce. On n'est pas une chambre de commerce, on est un organisme sans but lucratif, bien entendu, dont la mission est vraiment de faire ce rapprochement. Mais on voit qu'il y a cette demande très forte, vraiment au niveau des contacts, au niveau des mises en relation. C'est ce qui manque. Il faudrait vraiment que le Québec renforce cette partie-là en mettant sur pied quelque chose qui puisse permettre aux entreprises de se connaître, de se rencontrer. Et il faut absolument le sommet qui fait partie des recommandations de l'OFE. Il faut ce sommet Canada ou Québec-Afrique. C'est très important parce que le sommet permet
entre autres, au gouvernement de se parler, d'élaborer des stratégies mutuellement bénéfiques et d'encourager leurs entreprises en disant « nous sommes partenaires, nous voulons développer ce commerce-là, nous avons mis des structures, nous avons des mécanismes bilatéraux qui nous permettent de réussir. » Pour terminer, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des produits qui répondent aux besoins des pays émergents en Afrique. Je vois qu'on a concentré la demande ou la recherche sur l'Afrique francophone de l'Ouest. Il y a l'Afrique centrale. Je parle pour la gouverne, je suis du Cameroun. Le Cameroun est la tête de pont de l'Afrique centrale. Elle est absente dans cette étude-là et je trouve que c'est dommage. Le Cameroun à lui seul concentre 5 ambassades d'Afrique centrale. Il y a le Tchad, la RCA, le Gabon, évidemment le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Pas le Congo, mais la RDC fait partie aussi de l'Afrique centrale et la RDC est manquante, absente de cette étude. Je pense que c'est des lacunes quand même qu'il faut corriger, c'est-à-dire qu'il faut associer à cette étude-là, il faut associer aux demandes et aux besoins de l'Afrique francophone, l'Afrique centrale, parce qu'on parle toujours de l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale qui est très francophone. Je terminerai en disant que les opportunités sont là. L'investissement ne suffit pas. Il faut mettre de l'argent, mais il faut accompagner, former les entreprises. Il faut les former pour leur indiquer qu'il ne suffit pas d'aller en Afrique. Il faut aller en Afrique en étant patient, en étant persévérant. Avec les 3 P dont parlait quelqu'un, l'Afrique, c'est ça aussi. Il faut vraiment, il ne faut pas y aller parce que les opportunités sont là, mais il faut y aller en investissant de façon patiente. C'est le mot vraiment qu'il faut retenir. Oui, et puis avant tout, comme vous aviez dit tout à l'heure, il faut régler la question des visas. Parce que si on ne peut pas se voir, ce serait très difficile de faire affaire ensemble. Alors ça, absolument. Merci beaucoup. Monsieur Midouche, étant donné votre longue expérience à la Banque africaine de développement, quelle est votre lecture sur la situation des échanges commerciaux entre l'Afrique francophone spécifiquement et le Québec? Quelles sont les forces et les opportunités pour le Québec dans cette région d'Afrique? Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer? Et sur mute. Mohamed, vous êtes sur mute. Excusez-moi. Voilà, ça va? Vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà. Je voudrais, avant de répondre à votre question, compléter ce que ma sœur Amina vient de dire. Lorsque, à juste titre, elle a regretté que l'étude ne couvrait pas l'Afrique centrale, mais je voudrais aussi rappeler que parmi la famille francophone à laquelle appartient le Canada, il y a aussi les pays francophones de l'Afrique de l'Est. N'oublions pas Madagascar, les Comores, Djibouti, le Burundi, le Rwanda, etc. Donc peut-être que dans une deuxième phase, l'étude va couvrir l'ensemble des pays francophones d'Afrique. Alors, s'agissant plus particulièrement de votre question, moi je pense que pour pouvoir échanger davantage, il faut développer les relations, n'est-ce pas, entre les populations et les acteurs. Amina a rappelé la règle d'or des 3 P, mais elle ne l'a pas dit, avec sa permission, je vais le dire. Il faut être patient, il faut être présent et il faut être persévérant. Donc, patience, présence et persévérance. Est-ce que cela existe? Je pense que l'absence de visite régulière de la part des opérateurs canadiens explique peut-être ceci. Mais sinon, les opportunités d'affaires sont énormes. Le Canada exporte, on ne l'a pas dit, beaucoup de blé au Maroc, par exemple, n'est-ce pas? Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale dépendent de l'importation du riz, de l'Asie notamment. Mais le marché du blé en Afrique de l'Ouest aussi constitue un grand marché. Bon, on va aller jusqu'en Ukraine pour chercher, n'est-ce pas, du blé, ou en Russie, ou bien en France, alors que le Canada pourrait le faire. Donc, vraiment, les opportunités sont énormes,
il faudra rapprocher les opérateurs, il faut développer les relations avec le secteur privé, il faut mettre en place les financements qu'il faut. Donc, j'ai appris tout à l'heure par mon frère Iya Touré qu'il y a maintenant de nouveaux instruments de financement qui vont être mis en place. Je voudrais peut-être saisir cette occasion pour inciter les autorités du Québec et du Canada à examiner la possibilité d'adhérer au capital de la Banque africaine d'import-export. C'est une filiale de la BAD qui est basée au Caire et elle dispose de ressources énormes aujourd'hui, n'est-ce pas, pour financer le commerce intra-africain et avec le reste du monde. Donc, pour moi, la question du financement ne se pose pas parce que les pays africains, ils ont les ressources aussi pour faire face à leurs besoins d'importation, etc. Il faut rappeler, on n'a pas dit, l'impact négatif de la COVID-19, n'est-ce pas? Cette année, les taux de croissance sont au rouge un peu partout, à travers toute la planète. Et l'Afrique aussi, n'est-ce pas, n'échappe pas à cette situation. Donc, il faudra peut-être trouver des mécanismes de financement innovants, des outils innovants, renforcer sa présence. Je pourrais vous parler, par exemple, des synergies que le Québec pourrait créer avec les plateformes où ils sont présents, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de signaler l'existence au Maroc de Casa Finance City, qui ambitionne de devenir la première place financière d'Afrique. Plus de 200 entreprises, n'est-ce pas, du monde entier, ils sont inscrites. Et donc, ils ont accès à une mine d'informations, à l'accompagnement. Le Maroc, comme vous le savez, est devenu le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, il y a une très forte communauté marocaine et maghrébine, qu'elle soit algérienne ou tunisienne, n'est-ce pas, qui peut être aussi mobilisée pour renforcer les relations avec ces pays. Demain, la Tunisie organise un événement important. Monsieur l'ambassadeur de Tunisie qui nous suit, il va être panéliste demain à l'occasion d'un séminaire sur comment renforcer les relations entre la Tunisie et le Canada. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt de la part de tous les pays, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. OK. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, merci. Oui, on va revenir à cette question, s'adresse à Mme Sadbo. Vous exploitez une entreprise familiale et c'est dans vos plans de prendre de l'expansion hors Afrique. Mais vous aimeriez surtout percer le marché européen, selon ce qu'on comprend. Selon vous, quelles sont les barrières à l'entrée que vous aimeriez faire tomber au plus vite au Québec ou au Canada pour accélérer votre croissance chez nous? Écoutez, les barrières, il y en a beaucoup. Déjà, on va parler de la distance. Moi, je suis au Sénégal, on parle du Canada. C'est assez loin. Il faut qu'il y ait derrière une très bonne logistique pour pouvoir, si un jour j'ai un marché au Canada, pouvoir être sûr que je peux livrer les produits que j'ai et les livrer rapidement et avoir cette constance. Donc déjà, on a un problème de distance qui fait que ça peut être compliqué. Après, je pense que quand on a le marché, on se débrouille. On se débrouille pour que ça marche. Pour avoir le marché, je pense qu'il faut déjà trouver le client. Il faut déjà être mis en relation. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de participer à une mission commerciale au Canada avec TFO Canada. Donc, ils sont là pour aider à l'export vers le Canada. Donc, on a une mission. On était une quinzaine de PME sénégalaises entre la cosmétique et l'agroalimentaire. Et on est venu faire un tour, en fait, au Canada, à Montréal. On est allé à Ottawa et on a visité un peu des entreprises, des sociétés qui auraient pu utiliser nos produits, en fait, dans leur supermarché. Voilà, on est allé chez Grace Food, etc. Avril, etc. C'était super intéressant pour nous de voir que nos produits avaient leur place sur le marché canadien. Moi, j'ai eu à rencontrer une personne qui a goûté mes produits. Je vous dirai tout à l'heure dans quoi je suis exactement, et qui m'a clairement dit en regardant le produit, le packaging, que j'étais prête pour le marché canadien. OK, je suis prête, mais ce n'est pas pour autant que j'y suis. Donc, je pense que la mise en relation, tout à l'heure, Mme Gerba parlait d'une structure qui aidait, donc je pense que c'est dans le sens plutôt Canada-Afrique. Je pense que c'est important aussi, si vraiment les portes doivent être ouvertes entre l'Afrique et le Canada, de pouvoir donner la possibilité aux PME africaines de pouvoir proposer des choses au Canada. Donc, de pouvoir rencontrer d'autres PME. On parle de PME, de pouvoir rencontrer, d'avoir des forums, d'avoir des foires, de pouvoir montrer un peu ce que l'on a comme produit
Et je pense qu'on a énormément de produits qui aujourd'hui peuvent intéresser le Canada. On parle de produits naturels. Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est recherché aujourd'hui au Canada, c'est ce qu'il y a de naturel ici en Afrique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'argent pour pouvoir arroser, on ne va pas rajouter de l'engrais, etc. Donc, on est bio naturellement. On n'est pas estampillé bio, mais on est bio naturellement. On a des produits naturels, on a des produits de très bonne qualité et on a des super fruits que, d'ailleurs, c'est au Canada que j'ai appris que notre poudre de baobab, on l'appelait un superfruit. Le moringa, c'est un superfood. Et je me dis, mais la poudre de baobab, le jus de baobab, je le bois tous les matins. Et c'est aujourd'hui à la recherche. Aujourd'hui, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Européens rêvent de pouvoir avoir dans leur milkshake le matin de la poudre de baobab. Il faut ouvrir les portes. Et ouvrir les portes veut dire mise en relation. L'accès au marché est quand même très compliqué. Donc moi, par exemple, lorsque je suis venue au Canada, j'ai eu à rencontrer des sociétés qui étaient intéressées par mes produits. Et il y a eu très rapidement des barrières qui étaient là, comme par exemple tout ce qui est l'étiquetage, les normes. Tout de suite, on m'a demandé à ce que la PME africaine réponde aux normes canadiennes. Tout de suite, c'est-à-dire que moi, je veux bien répondre, je veux bien rectifier, mettre à jour mon emballage, mais je veux être sûre derrière que j'ai un marché. Je ne vais pas commencer déjà à changer tout en me disant j'aurai un marché bientôt. Non, c'est parce que j'ai un marché, c'est parce que j'ai signé que là, je m'engage à transformer mon emballage, à transformer mon étiquetage, à rajouter derrière plein d'informations qu'on ne nous oblige pas à rajouter ici et qui serviraient après. Donc, c'est vraiment très complexe. On se dit, là, les portes sont ouvertes, mais en fait, elles ne sont pas si ouvertes que ça parce que tout ce qui faciliterait l'accès n'est pas. Oui, merci, merci. Pendant que je vous ai en ligne, je suis curieuse de savoir comment se porte l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Écoutez, l'entrepreneuriat féminin en Afrique, je pense que la croissance de l'Afrique va passer par l'entrepreneuriat féminin. Je pense que si vous regardez les chiffres, hein, on le dit, partout dans le monde, les PME féminines, on les trouve en Afrique. Il y a plus de PME féminines en Afrique que partout dans le monde. La femme africaine, moi je dis souvent, on joue tous les rôles. C'est une mère de famille, elle sait gérer déjà sa maison et à côté, elle est obligée de gérer un petit commerce pour pouvoir aider la famille, aider son mari. Donc, entreprendre en Afrique, c'est vraiment quelque chose pour les femmes. De nos jours, on retrouve énormément de femmes qui entreprennent. Ce qui est super, c'est qu'on a aussi beaucoup de femmes qui viennent, qui étaient à l'extérieur, donc l'ancienne diaspora. Moi, par exemple, j'ai passé 28 années en France avant de revenir donc, au Sénégal pour reprendre l'entreprise familiale. Et je connais pas mal de jeunes femmes entrepreneurs qui ont quitté le Canada, les États-Unis et qui sont rentrées au Sénégal et qui sont en train d'entreprendre. En plus, là, on va dire que c'est du bon entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est le côté formel et qui ne peut que pousser l'informel. Donc, je pense que l'entrepreneuriat se passe assez bien et on a vu durant cette crise sanitaire à quel point il y avait de la résilience, à quel point on est arrivé à faire sans l'extérieur. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, je suis dans l'arachide et la noix de cajou. Et durant le ramadan, en général, il y a des paniers ramadan qui se font. Et on va y trouver plein de produits. Le café, qui ne sera pas forcément sénégalais. On va trouver du lait, il ne sera pas sénégalais, etc. Et donc, nous, on a eu l'idée, dans ma structure, de regrouper plusieurs PME locales pour faire un panier ramadan avec que des produits locaux. Je peux vous dire qu'on a eu des produits d'excellente qualité. C'est-à-dire qu'on ne se rendait même pas compte à quel point on pouvait avoir des produits super intéressants, super innovants aujourd'hui dans nos pays. Et la plupart des femmes avec des PME avec qui j'ai travaillé, je crois qu'il y en avait 7, les 6 c'était des femmes. Donc l'entrepreneuriat africain féminin se porte vraiment très bien et c'est le moteur de la croissance africaine. Donc si le Canada veut demain pouvoir travailler avec l'Afrique, il faudra qu'il travaille forcément avec les Africaines. J'adore ça, j'adore ça. Il y a une question qui a été posée. Quel rôle devrait jouer la diaspora africaine au Québec pour aider à renforcer les liens commerciaux entre l'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier? Quel rôle pensez-vous que la diaspora devrait jouer? Je peux me lancer, hein? Juste pour aller dans le sens de Sylvie. Je pense que la diaspora joue déjà son rôle. Elle est rentrée du Sénégal, de France pour retourner au Sénégal. Il y a de plus en plus de membres de la diaspora qui montent leurs projets pour retourner dans leur pays. Nous avons réalisé un numéro spécial, par exemple, sur le retour de la diaspora camerounaise au Cameroun et on s'est rendu compte que c'était incroyable. Donc, je pense qu'Investissement Québec International
doit vraiment rechercher cette diaspora-là et encourager en ayant des programmes spécifiques pour les membres de la diaspora qui veulent retourner et ne pas faire des programmes qui sont généraux. Il faut que ce soit des programmes spécifiques parce que les membres de la diaspora ont des projets spécifiques et des besoins spécifiques. C'est une tendance. Et encore pour aller dans le sens de Sylvie, moi personnellement, on me connaît comme Afrique Expansion, mais je suis aussi investisseur dans le domaine de la production, de la fabrication des produits naturels à base d'ingrédients naturels d'Afrique. J'ai 2 gammes de produits qui sont dans tous les magasins de produits naturels au Canada et aux États-Unis, chez Avril, justement, chez Tau, chez Rachel Berry, dans tous les magasins de produits naturels. J'ai vu cette tendance-là se confirmer, le besoin des produits naturels, et le marché est immense. Le marché est important, mais il faut savoir comment rentrer dans ce marché et comment maintenir sa présence dans ce marché-là. Je vais passer à une autre question parce qu'on n'a pas grand temps qui nous reste et puis n'importe qui pouvait répondre. Pensez-vous que le Québec ou le Canada, il gagnerait à utiliser ou à capitaliser sur la force de la langue française pour augmenter le niveau de ces échanges commerciaux en Afrique? Pourquoi la langue française? Pourquoi on ne peut pas rentrer partout où on veut en Afrique? C'est un grand continent avec plusieurs pays en émergence. Pourquoi juste la langue française? Si vous permettez, je pense que Rachidi, dans son rapport, le démontrait très clairement dans le tableau. C'est un des indicateurs qui pourrait expliquer le niveau de croissance ou de décroissance ou de faiblesse des échanges. Je pense que quand vous parlez la langue, vous partagez ou vous avez en commun avec quelqu'un ou une communauté ou un pays la langue, ben ça, le rapprochement, qui parlait de rapprochement tantôt, je pense c'est Amina, ben, ce rapprochement-là est plus facile. Et n'oubliez pas, hein, on est dans une business de relations avant tout. Les relations sont le préalable pour arriver à l'économique. Donc, quand vous parlez la même langue avec les gens, ben, le reste devient plus facile. Moi, je le vois comme ça. Et je me permettrais, avant de céder la parole, Sophie, Sylvie et puis Amina, vous êtes la preuve palpable de la réussite féminine et l'entrepreneurship féminine du côté africain. Je pense que tout ce que vous dites vient me chercher personnellement. Donc, Sylvie, je vais être à Dakar bientôt. Viens me voir. Je pense que la connexion avec Amina doit se faire parce qu'il y a une opportunité là pour que tu perces un marché beaucoup plus important, parce que n'oublie pas l'enjeu de l'intégration régionale qui n'est pas faite en Afrique. Donc, si le statu quo n'est pas bon pour toi, donc il faut penser plus loin. C'est exactement ça. En tout cas, moi, je serais ravie de vous recevoir à Dakar et de vous faire visiter l'unité de production. Donc, en fait, juste pour dire un peu, c'est une usine familiale créée par ma mère en 82 que j'ai eu à reprendre après 25 années dans la finance de marché. Donc, j'ai quitté la finance de marché pour vendre des cacahuètes, puisque c'est de l'arachide, on parle d'arachide et de noix de cajou, et je m'en porte vraiment très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la diaspora pourrait aider. Elle aide déjà, puisque comme vient de dire Mme Gerba, il y a pas mal de personnes de la diaspora qui rentrent, mais je pense que ça peut être aussi très intéressant de pouvoir s'appuyer sur la diaspora qui est encore au Canada, ceux qui sont sur place, qui finalement connaissent nos produits, qui finalement, et en général, ils vont vouloir aller les chercher, ils viennent en vacances, ils en prennent dans les valises et ils partent. Et c'est important de pouvoir montrer en fait ce que nous avons. C'est important de pouvoir montrer aux autres tout le potentiel qu'il y a en Afrique. Tout à l'heure, M. Rachidi parlait de mettre en place des usines de production sur place. C'est génial de pouvoir s'il y a un produit qui est intéressant, aujourd'hui je parlais de la logistique, c'est très long, c'est très compliqué, pouvoir s'implanter sur place pour faire quelque chose. Donc bref, je pense que la diaspora qui est sur place doit pouvoir tirer un peu ceux qui sont en Afrique pour pouvoir faire venir les produits, si bien sûr ils ont la possibilité. Donc moi je compte, en tout cas, je compte sur Mme Gerba et je pense que je garderai le contact et je pourrai voir ce qu'on pourra faire.
Tout à fait, tout à fait. Absolument. Et là… Madame Fekker, je oui. voudrais solliciter votre indulgence. Je vais Oui. conclure 2 minutes pour me retirer parce qu'il y a une réunion qui m'attend ici à la BAD. C'est un débat très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui vont certainement être prises en compte dans les études futures. Juste deux petites réponses. C'est que l'objectif de cette étude qui se donne pour ambition de couvrir toute l'Afrique ne peut pas aller dans tout le détail. C'est pour ça qu'au moment d'examiner les produits, il faut savoir que il y a des millions de produits en fait qui sont échangés dans le monde et il y a une classification que nous avons adoptée qui contient 5000 produits. Et à cause de ce volume de données, on a été obligé de réduire le nombre de pays pour que les calculs soient faisables. Et l'étape suivante, c'est d'attaquer chaque pays, voire chaque filière, pour aller voir ce qui peut être fait dans chaque domaine, et étudier les chaînes de valeur et ainsi de suite. Et pour le coup, j'ai une autre étude qui porte sur le Congo spécialement, que j'avais faite il y a longtemps pour le compte de la Banque mondiale en tant que consultant, et que cette étude m'a fait rappeler que j'ai ressorti et que je vais donc mettre à jour et le rendre public bientôt. Donc, vous aurez l'occasion de voir une étude similaire sur le Congo. Et je voulais aussi préciser que le manque de logistique est aussi une opportunité d'affaires, que ce soit pour les Canadiens et les Africains. C'est une opportunité d'investissement que de mettre en place ces logistiques. Le secteur financier, le Canada, je sais que Desjardins International fait des choses déjà. Je n'ai pas une connaissance précise, donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Mais c'est aussi un secteur où le Canada doit doit avancer. Peut-être avoir une institution financière qui a pignon sur rue des deux côtés pour rassurer, n'est-ce pas, la démarche des investisseurs dans les deux sens. Je pense qu'un Canadien est d'autant plus rassuré qu'il sait qu'une institution financière qui l'accompagne en Afrique est bien installée au Canada. Donc, c'est aussi des choses qui n'apparaissent pas dans cette étude parce que l'angle sous lequel on a abordé le sujet ne permet pas de couvrir les aspects financiers. Donc, enfin, pour finir, je dirais que toutes les remarques donc, que vous allez, comment dire ça, les questions que cette étude vous inspire, toutes sont pertinentes. Je suis prêt, n'est-ce pas, à les recevoir par email, à réfléchir dessus et à voir comment les intégrer dans les futures études. Et je vous remercie beaucoup pour cet échange fructueux. Malheureusement, j'ai une autre réunion qui m'attend à la BAD, donc c'est pour ça que je vais vous fausser compagnie. Je ne sais pas exactement à quel moment l'électricité m'a lâché tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a des maisons en Afrique, mais il y a encore de l'électricité qu'il faut bâtir. Donc, merci beaucoup, Madame Fekker, merci, Monsieur Boudarbat, merci aux honorables invités, merci au public qui a assisté. Je rendrai disponible mon contact auprès de l'OFE pour que les chercheurs qui souhaitent qu'on échange sur le sujet, on puisse poursuivre les discussions. Merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Kochoni. Ici prend fin, malheureusement, notre webinaire. Alors, je tiens à remercier M. Kochoni pour son rapport qui nous a permis d'avoir cette discussion éclairée sur les opportunités Québec, Canada, Afrique. On remercie chaleureusement nos panélistes, Mesdames Gerba et Sagbo, Messieurs Touré et Mbidouche pour leur excellente contribution à ce panel. Je tiens aussi à remercier Monsieur Boudarbat pour son support à nous aider à mettre sur pied ce webinaire. Un remerciement spécial à notre auditoire situé dans des régions géographiques différentes sur 4 continents. Alors finalement, au nom de tous, je remercie l'Observatoire de francophonie économique d'avoir favorisé cet échange constructif qui, je l'espère, continuera d'alimenter vos réflexions sur l'amélioration des échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique francophone de l'Ouest en particulier et entre le Canada et l'Afrique en général. Alors, sur ce, prend fin notre conférence. Merci beaucoup à tous. Merci.